Merci de la lecture du message de Mme Sankara par Winnie, membre de la Ligue panafricaine Umoja. Le contexte actuel burkinabé s'inscrit dans la continuité des luttes du peuple africain. Le peuple africain ne cesse de mener contre tous ses oppresseurs qui se dressent face à lui une résistance qui s'amplifie chaque jour un peu plus. Que ce soit les oppresseurs venus d'outre-mer ou que ce soit les oppresseurs qui sont natifs du continent. Bien souvent, ces derniers sont manipulés par des forces extérieures. Il y en a eu, il y en aura toujours, mais il y aura toujours des Africains debout pour pouvoir barrer la route à cette domination du continent au prix du sang, au prix de nos vies, si cela est nécessaire. Je profite donc de cette occasion, celle de la commémoration de la naissance de Thomas Sankara, pour lever un peu le voile et vous parler de ces héros méconnus de notre histoire contemporaine, qui, comme notre héros de ce jour, ont combattu l'impérialisme et leurs valets jusqu'au sacrifice suprême. Le thème de mon exposé est l'expérience du mouvement révolutionnaire du 22 février 1972, M22, au Congo-Brazzaville. Quels enseignements peut-on tirer? Je suis bien obligé de faire un rappel sur le contexte politique de l'époque parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés quand tous ces événements se sont passés. Et pour comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, vous devez comprendre aussi les luttes d'hier, ce qui va vous permettre de faire une connexion pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, on ne pourra pas très bien suivre. Donc, le Congo, comme la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique, obtient son indépendance en 1960. Donc, quand je parle du Congo ici, ce n'est pas la RDC, c'est ce qu'on appelle le Petit Congo, donc la République qui fut populaire à un moment, donc le Congo-Brazzaville. Donc sur le plan international, l'environnement à cette époque est la guerre froide. Le monde est divisé en deux blocs. Un bloc capitaliste, c'est-à-dire les pays occidentaux, avec les États-Unis d'Amérique, le Japon, l'Europe occidentale, et le deuxième bloc qu'on appelait le bloc communiste, avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Chine et les pays de l'Est de l'Europe. Donc voilà les deux grands pôles de l'époque qui existaient, et le sujet dont on traite se situe dans ce contexte-là. Donc, 3 ans seulement après son indépendance, les syndicalistes congolais décrètent une grève générale de 3 jours, les 13, 14, 15 août 1963. Pendant cette période où il devait y avoir la grève, il y a eu une révolte, après causée par l'arrestation de 3 militants syndicaux. Donc, cette révolte va avant tout remettre en cause les excès du régime, le train de vie des dirigeants, le détournement des fonds publics, la corruption, les arrestations arbitraires et le refus du train de vie luxueux, insolent et occidentalisé des dirigeants, contrastant bien sûr notoirement avec la situation des masses urbaines et paysannes qui vivent dans la pauvreté, pour certains dans l'extrême pauvreté. Donc cette révolte va rassembler en une seule force toutes les luttes qui jusqu'alors étaient menées ça et là, sans liaison. Elle va permettre la lutte dans l'unité de l'ensemble des forces politiques et sociales. La classe ouvrière par le biais des syndicats, la jeunesse regroupée dans plusieurs organisations distinctes,
les paysans des alentours de Brazzaville, les femmes, la petite bourgeoisie, donc les employés de bureau, les artisans, les intellectuels, le lumpen prolétariat qui va contribuer à la radicalisation du mouvement, destruction de villas, des éléments de la bourgeoisie bureaucratique à travers des mots d'ordre difficiles. Enfin, quelques éléments de la bourgeoisie bureaucratique vont se greffer à tout ce mouvement-là. Donc, ce mouvement populaire va balayer le régime qui était soutenu à l'époque par l'ancienne puissance coloniale, donc présidé par le président Fulbert Youl. Il va arriver au pouvoir le président Alphonse Massamba Deba avec toute cette jeunesse-là qui remet en cause beaucoup de choses et qui pose la question de l'indépendance politique et économique du pays. Donc, les questions de souveraineté, de dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Cependant, cette révolte d'août 63 n'a pas été le résultat d'un travail politique souterrain laborieux des révolutionnaires congolais. En fait, il s'agissait d'un mouvement spontané des masses qui a pris l'activité, qui a pris le dessus sur l'activité des forces révolutionnaires. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, quand il y a des groupes révolutionnaires, et eux, ils pensent que la révolution viendra par leur travail. Mais quelquefois, la difficulté des populations peut faire de telle sorte qu'il y ait un mouvement spontané et qui balaie tout le monde. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc le Congo devient alors le premier pays d'Afrique noire à avoir proclamé le socialisme scientifique. Certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour comprendre ce que c'est que le socialisme scientifique. On pourra l'expliquer dans des débats. Mais retenez ce concept-là, c'était le premier pays d'Afrique noire à opter pour le socialisme scientifique. Donc, le pays rentre dans une ère d'effervescence dite révolutionnaire entre 63 et 66. Et dans cette période, le pays obtient le départ des bases militaires françaises en 1965. Il faut savoir que Brazzaville a été la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc il y avait une forte concentration de l'armée française avec des bases. Et donc quand les jeunes révolutionnaires de 63 arrivent au pouvoir, ils obtiennent le départ de l'armée française. Et je peux vous garantir que ce n'était pas simple. On lance une politique d'africanisation des cadres au niveau du secteur public, puisque depuis la colonisation, il restait encore dans l'administration des administrateurs coloniaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller au ministère, vous avez le directeur du cabinet qui était un Français, tout simplement. Et donc, le pays a été obligé de lancer une politique d'africanisation des cadres. Dans les lycées, moi, j'ai passé mon lycée, pour la plupart, c'était des profs français. Donc, il a fallu, donc par des textes, faire de telle sorte et favoriser la montée en puissance des cadres africains au sein de leur propre pays. Donc, ensuite, le pays crée ce qu'on appelle des entreprises d'État, un secteur d'État. C'était pour essayer de concurrencer le secteur privé qui était totalement aux mains des personnes non nationales pour la plupart. Donc, comme paysage politique, il faut comprendre qu'il n'y a pas un multipartisme. Il y a un seul parti, une seule organisation de jeunesse, un seul syndicat ouvrier, une seule organisation des femmes, une seule organisation des tout-petits, des pionniers, dont le film parlait tout à l'heure, les tout-petits, une seule organisation, un seul syndicat étudiant qu'on appelait l'UGEP, et ce syndicat se voulait anti-impérialiste et indépendant du pouvoir. Bon, ça a posé des problèmes plus tard, puisqu'il a fini par être dissous. En dépit de ces maigres conquêtes, le régime du président Alphonse Massamba Deba n'arrive pas à résoudre la crise économique et sociale qui s'intensifie chaque jour. La misère s'accroît, le mécontentement populaire aussi, et surtout les arrestations arbitraires. L'arrestation du capitaine Marien Gouabi en 1968, qui refuse de rejoindre son poste d'affectation à Pointe-Noire
met les parachutistes en mouvement qui vont le libérer le 31 juillet. Donc, à partir du moment où on a libéré le président Marien Gouabi, c'est une façon de balayer aussi le pouvoir de Massamba Deba. Donc c'est Marien Gouabi, libéré par les paras, qui prend le pouvoir. Donc le pays déclare officiellement vouloir réajuster la révolution et entre dans la voie de ce qu'on appelle la révolution nationale démocratique et populaire. On retrouvera en 83-84, pour faire un parallèle avec le Burkina, cette même orientation idéologique dans le processus burkinabé mené par Thomas Sankara, qui met en place ce concept et le début de la réalisation